Je suis chargé, dans le cadre de cette réunion plénière, de démarrer par un historique notamment régional du système de santé. Alors évidemment, c'est une gageure, parce que compte tenu du temps, moi j'en ai pour 2 jours. Je peux faire en 2 minutes, je suis sûr que vous préférez 2 minutes, mais non, vous n'aurez pas 2 minutes. Donc je vais essayer de synthétiser et de faire des coupes par rapport à ce que j'avais prévu pour respecter un tout petit peu les horaires. Alors, pourquoi un petit historique? C'est parce que, et c'est pas moi qui le dis, c'est un dénommé philosophe Antonio Gramsci, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est. Et c'est très vrai. C'est très vrai parce que la plupart d'entre nous considérons que notre système tel qu'il est, c'est normal. Coule de source. Ce n'est pas le cas. Et je vais essayer, dans le cadre de l'histoire, de vous retracer un petit peu les péripéties de l'évolution médicale, de son exercice en tout cas. Oui. Pardonnez-moi, pendant ce temps-là, je vais juste demander s'il est possible soit d'augmenter le son pour Monsieur Schlegel, soit qu'on opère autrement pour qu'on puisse bien vous écouter. Oui. Alors évidemment, il n'est... Ah. Là, c'est du sérieux, là. Ça devient intéressant. Dus ma presbia così en souffrir, je ferai un effort pour, évidemment, prendre en compte la problématique du fait qu'il n'est pas question d'exposer l'historique complet. Vous l'avez bien compris. Je souhaite néanmoins, et très rapidement, vous présenter un aperçu qui, moi, me paraît intéressant. Évidemment, le présentateur, il n'est pas forcément impartial. L'histoire est toujours écrite par des individus. J'espère que vous aurez la curiosité de vérifier, ce que je dis, vous former votre propre opinion sur le sujet. Je souhaite néanmoins, vous décrire un petit peu le décor de notre exercice libéral en France, et notamment en Alsace. Alors, comme je disais tout à l'heure, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre vous, c'est pas fréquent en Europe. Je vous mets au défi de me dire combien de pays d'Europe ou dans le monde ont un dispositif et un système de santé libéral comme le nôtre. Combien, à votre avis? Vous allez être surpris. À part le Luxembourg et nous, il n'y a personne. Si vous me poserez la question tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. Alors je me permets quand même très rapidement de commencer par... Elle ne veut pas. Voilà, je crois qu'il y a encore un blocage. Voilà. L'historique avant 1945, elle est spécifique à l'Alsace. Je vous rappelle que la médecine ambulatoire alsacienne et moselane était une médecine de caisse. Or, pour ceux qui ne sauraient pas le sens du propos, je rappelle que la médecine de caisse suppose une forme de rémunération forfaitaire dans le cadre d'une enveloppe négociée, certes, gérée par la profession, certes, mais fermée. Ce qui conduit automatiquement à la notion de clé, lettre clé flottante. On vous donne une enveloppe, vous vous débrouillez entre vous et vous gérez le système financier. Mais vous ne pouvez pas dépasser l'enveloppe que je vous ai donnée. Là aussi, les négociations n'étaient pas simples de cette enveloppe. Parce que, notamment, excusez-moi, je suis orinois pour les Strasbourgeois.
Dans le Haut-Rhin, il y avait 52 caisses. Il y avait 3 structures syndicales qui négociaient avec ces 52 caisses. Et leur première convention que j'ai retrouvée date du 19 juin 1919. Oui, je vous rappelle quand même, traité de Versailles, 18, 19. Ça n'a pas été simple. Et qu'il a fallu avoir une révolution locale quand on a voulu franciser totalement le dispositif alsacien. Et qu'en 20, il a fallu avoir une révolution parce qu'on risquait de perdre le statut local. Je ferme la parenthèse. C'est pas pour autant que les conventions constituaient un long fleuve tranquille avec des débats intenses qui portaient déjà sur la liberté de choix, qui occupait les esprits de nos confrères pendant toute l'année 1920, avec par ailleurs une particularité que certains apprécieront, c'est que ne pouvaient donner des soins aux patients pris en charge par les caisses que les médecins syndiqués adhérents à la Convention. Ça en fait rêver quelques-uns aujourd'hui. Il était déjà question, alors là j'ai un compte-rendu de 27 mars 1928, d'abus de prescription, 1928, avec mise en œuvre de moyens pour limiter ces 10 abus. En janvier 29, un référendum a eu lieu au niveau des médecins pour statuer sur l'accord conventionnel pour le maintien intégral du libre choix ou pour des listes closes. Une large majorité à l'époque s'était prononcée pour la liberté de choix. Je clôturerai simplement ce chapitre en vous rappelant qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordre de médecins et qu'à cet effet, il était substitué par ce qu'on appelait le conseil de famille. Et enfin, parce que je trouvais ça très amusant, le 28 août 1945, la préfecture a adressé aux confrères une dot les informant que le service pneumatique du département mettait à leur disposition un parc de bicyclettes pour leur permettre l'exercice de leur profession. Ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque, pas forcément. Après 1945, notre régime passa au régime national, le régime Alsace, Moselle, exit. On passe au régime national sur la base des ordonnances du 19 octobre 1945, relatif au régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles, agricoles ultérieurement. Cette ordonnance fixait quand même une chose importante. Le libre choix par le malade, le paiement direct et le remboursement par les caisses. Le fait d'être médecin, inscrit à l'ordre qui venait d'être créé, imposait aux caisses la prise en charge des soins donnés par n'importe quel médecin, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Évidemment, lorsqu'il n'y avait pas de convention départementale, il était prévu, à partir de mai 1960, une possibilité d'adhésion individuelle à une convention type dans les départements non conventionnés. J'insiste sur un certain nombre de ces détails dans la mesure où il y a un projet de loi de santé qui, pour certains points, nous renvoie à l'histoire. Mais, dès cette époque, les médecins s'organisèrent quand même et ils assurèrent la continuité des soins, notamment les week-ends. D'abord, ils s'arrangeaient entre eux. Puis après, ils s'organisèrent pour assurer à leurs patients une prise en charge satisfaisante, tant dans le temps que dans l'espace. Une étape importante a été franchie à partir de la première convention nationale unique qui s'étendait à l'ensemble du territoire en 1971. Juste pour mémoire,
on parle de déficit de sécurité sociale, de contraintes, de solutions à trouver. Alors j'ai été très étonné parce que la première fois dans l'histoire de notre exercice, il est question de trou de la sécurité sociale en 1963. La majorité n'était même pas née. Et Georges Pompidou, à l'époque, a nommé un médecin, le docteur Canivel, à la tête d'une commission chargée de trouver des solutions à l'augmentation des charges de l'assurance maladie. Et ça a conduit à un premier accord national sur le tarif de la Convention en 1967. Elle a été mise en musique par la première Convention nationale en 1971. Une autre innovation importante sur laquelle je souhaiterais, pas forcément m'étendre, sauf si vous m'y poussez, c'est la circulaire de Madame Weil du 22 juin 1978. C'est ça, c'est ce que vous vouliez? Non, je suis actuellement en 78 avec la mise en place du numéro unique du centre 15. C'est une circulaire. Bon, c'est pas... Vous m'écoutez, vous ne regardez pas. Oui, voilà. Ah, ça sera très très bien comme ça. Il s'agit de la mise en place des fameux centres de régulation des appels d'urgence. C'est quand même pour nous une révolution. Puis, les conventions nationales se succédèrent avec plus ou moins de bonheur. Je reviens simplement, parce que le temps étant compté, sur celle de 80 qui a mis en place le secteur 2, ouvert à tous. Puis, 81, M. François Mitterrand, nouveau président de la République, a inquiété un tout petit peu le monde libéral, parce que dans ses promesses électorales, il avait 110 propositions. Je me permets de vous lire très rapidement la 85. Elle va peut-être impacter ce qui suit. Il prévoyait la création d'un service communautaire de la santé reposera sur le développement de la prévention. Qui c'est qui peut être contre? On n'arrête pas d'en parler. Et encore dans la future loi. La prévention. Suit le tiers payant généralisé à terme. Déjà. N'est-ce pas? Ça doit vous rappeler quelque chose. La création de centres de santé intégrés doit vous rappeler quelque chose. Une nouvelle convention sera négociée. Et puis je termine très simplement, mais vous savez bien ce qu'il en est advenu. Il avait prévu dans cette proposition 85 la suppression du Conseil de l'ordre des médecins. Bien. Non seulement il ne l'a pas supprimé, il en a créé d'autres, celle des infirmières, etc. Je ferme la parenthèse. 90, gel du secteur 2. Ceux qui y sont restent, ne peuvent y entrer que les chefs de clinique, anciens médecins, praticiens des hôpitaux. La 5e convention, néanmoins, a mis en place le contrat de santé. Ça va réjouir certains, dans leur mémoire, avec le tiers payant, rebelote, mais qui a été rapidement annulé. Mais pendant cette même période, les libéraux ont pris l'initiative de développer sur le terrain un nouveau mode d'exercice et d'organisation des cabinets médicaux et paramédicaux par la mise en place des GEF. Ça vous dit peut-être rien, mais il s'agit du groupement d'exercice fonctionnel, ancêtre des pôles de santé, avec un animateur quasi national, confrère barinois, et sous mes souvenirs sont bons de Schiltigheim, Dr Ben David. Alors notre histoire a bien entendu été fortement marquée par la loi de 93 dite Teulade. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est elle qui a mis en place les URML.
mais c'est aussi elle qui a préconisé ce qui a été mis en place par la Convention suivante, les références médicales opposables. Je ne sais pas où on en est. On vous écoute, en fait. Oui, vous avez raison. Parce que pour l'instant, on ne maîtrise pas très bien cette machine. Mais c'est aussi la période, et nous en avons parlé ce matin, je voudrais quand même vous y rendre attentif. C'est la période où nous étions en plein numerus clausus. Je vous rappelle que ce numerus clausus a été mis en œuvre. Il existait depuis 5 ans, mais en médecine, il a vraiment été traduit qu'à partir des années 81. Avec un creux important en 95, ce qui n'a pas empêché, avec les mêmes conseillers économiques et actuariels, de M. Juppé, je ne sais pas, je pense que vous connaissez encore ce monsieur, qui avait mis en place le retour, Zorro le retour. Il avait mis en place à l'époque où nous étions que 3500 à passer le cap de la première année de médecine. Il a mis en place un dispositif, je vous le rappelle, de départ à la retraite à 55 ans. D'accord ? Ben oui, parce que les grands économistes et actuariels, j'ai toujours mal à prononcer, l'économie de santé, ben pour eux c'était simple, hein. On diminue l'offre, on diminue la demande et on règle le problème, le déficit de la sécurité sociale. Par la suite, l'évolution conventionnelle était marquée par, là aussi c'est un événement, c'est pour ça que je le cite très rapidement, en mars 1997, la signature de 2 conventions distinctes, généralistes et spécialistes, ce qui ne s'était jamais vu avant et qui ne s'est plus vu ensuite. J'en arrive très rapidement à la loi Kouchner, 2002. Elle est importante. C'est une loi, je vous rappelle, relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins. Elle a été importante dans la mesure où elle a introduit la notion de démocratie participative et la notion de patient acteur et responsable de sa prise en charge. Les jeunes ne s'en souviennent plus, mais les anciens certainement. C'est le fameux article 1 qui est capital. Et je vous le rappelle, parce qu'il y aura peut-être un atelier, certains y participeront sur la responsabilité médicale, mais cet article 1 précise « Être né ne peut être source de préjudice ». Ça vous paraît peut-être évident pour les jeunes, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Parce que la jurisprudence dite Perruche avait créé dans le monde médical libéral et autres d'ailleurs, un émoi considérable, fortement relayé d'ailleurs par un PH strasbourgeois CHU. Je vous rappelle très très brièvement que c'était une histoire de rubéole non diagnostiquée. Le préjudice consistait dans le fait que, comme elle ne connaissait pas le diagnostic, la maman n'a pas fait une interruption volontaire de grossesse. Les parents, bien entendu, avaient été déjà indemnisés pour la prise en charge de l'enfant mal formé, mais l'enfant a été indemnisé par la jurisprudence, par la Cour de cassation, du simple fait qu'il était né. Donc il y a l'indemnisation des parents et il y a l'indemnisation de l'enfant. Ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et que la loi a tenté de régler par son article 1. Je dois dire que la jurisprudence a évolué, pas forcément dans le sens que l'on aurait souhaité. Et cette loi est quand même importante aussi, je vous le rappelle, parce qu'elle a mis en place d'autres dispositions très importantes. C'est la première fois qu'on met en place une obligation légale de tenue d'un dossier médical dans tous les cabinets. Il n'y avait pas d'obligation. Cette obligation, si elle n'est pas remplie, est justiciable de sanctions financières.
Avant, c'était la mémoire du praticien qui suffisait. Vous savez bien que nous avons, du fait de nos études, une mémoire reproductive très performante. Je ferme la parenthèse. Deuxième notion importante en ce qui nous concerne, c'est la transmission du dossier médical, non plus au médecin, mais au patient, qui a accès à toutes les données qui ont conduit ou qui ont généré l'interprétation de la conduite diagnostique et thérapeutique. Il y a eu enfin, je clôt là le chapitre parce que sinon ça va être trop long, la création de ce que vous vous souvenez quand même, de la Commission régionale d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, qui est très importante. En fait, pour résumer le principe, il n'y avait pas de possibilité d'indemnisation à partir du moment où il n'y avait pas de faute. Or, il peut arriver qu'un acte médical puisse générer des conséquences non prévues, graves, sans pour autant que le praticien ait commis une faute dans l'art médical selon les données actuelles de la science. Donc on a mis en place un dispositif d'indemnisation, et c'est l'ONIAM, qui est un organisme national, qui indemnise les victimes susceptibles d'être affectées par ce type de séquelles. Je passe en arrivant très rapidement, parce qu'il faut que je termine, à la loi HPST de 2009. Vous la connaissez tous. Elle a donné lieu notamment, en ce qui nous concerne, à la naissance des URPS, Union régionale des professions de santé. En Alsace, je crois qu'avec une autre région, une seule, nous avons maintenu la notion d'Union régionale des médecins libéraux Alsace, parce que la difficulté que nous avons, qu'ont d'ailleurs les administrations, c'est que URPS, on ne sait plus ce que c'est. En Alsace, il y a 10 URPS. Vous les connaissez? Quand dans un article de journal on parle d'URPS, on parle de laquelle? On n'en sait rien. Raison pour laquelle je préfère que nous maintenions, et nous l'avons obtenu, la dénomination d'URML Alsace. Il y a 10 URPS, c'est toutes les professions de santé qui sont concernées par ce dispositif. Cette loi a également prévu, bien entendu, elle a constitué l'ARS, dont nous avons d'éminents représentants dans la salle qui sont en train de bavarder. Qui a préconisé la mise en place de dispositifs dans le cadre de l'article 51, excusez-moi. Délégation de tâches, dont nous reparlerons dans certains ateliers. Et bien entendu, vous savez tous qu'il y a actuellement prévu une loi sur la santé qui me rappelle, raison pour laquelle je l'ai citée, la promesse 85 des propositions de François Mitterrand en 1981. Tous les présents n'étaient pas forcément nés à cette époque. Mais comme quoi l'histoire se reproduit. Comme quoi il y a des tiroirs, des dossiers qui remontent, qui descendent en fonction des aléas de la politique.